Oui, alors bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue en fait à cette première conférence de notre cycle annuel, qui vous est offerte par la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal. Mon nom est Martin Blais, j'en suis titulaire et je suis aujourd'hui très heureux de donner la parole et d'accueillir Clark Pignedoli, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, Clark a complété un doctorat en sociologie et en études féministes à l'UQAM. Entre février 2021 et avril 2023, il a été postdoctorant à l'Institut national d'études démographiques, où il a travaillé en tant qu'enquêteur principal pour le volet sociologique de la recherche personnes trans et PrEP, financé par SIDAction et mené en Île-de-France. Alors, à partir de l'automne 2023, Clark sera postdoctorat au CESTIM à Marseille. Je ne sais pas si je le prononce correctement, Clark. Si tu nous parles un peu de ton parcours, voilà, tu peux revenir là-dessus. Et là-bas, Clark travaillera sur la médiation en santé dans le champ du VIH auprès des personnes LGBT+. Alors, Clark, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je te passe la parole. Je précise juste avant, en fait, que la conférence est enregistrée, que l'on réserve la période de questions pour après l'intervention de Clark et que cette période de questions, elle ne sera pas enregistrée, donc vous pourrez prendre la parole, ouvrir les caméras pour discuter. Alors, Clark, merci encore une fois. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de participer à cette conférence et merci beaucoup aux membres de la chaire de m'avoir invité à présenter publiquement une partie de mon travail. J'ai été boursier de la chaire en 2019 dans le cadre de mon doctorat et j'ai beaucoup gravité autour de ce groupe de recherche qui m'a accueilli de nombreuses fois dans ces locaux lors de l'écriture de ma thèse. Donc, je suis très heureux de pouvoir garder contact avec la chaire et plus en général avec les milieux de la recherche québécois, malgré les changements survenus dans ma vie et dans mon travail. En fait, depuis l'obtention de mon doctorat, j'ai soi-disant laissé de côté mon sujet de thèse, donc les pratiques de hacking au prisme des expériences trans, et j'ai rejoint les champs de la recherche sur les VIH. Ces passages d'un champ de recherche à un autre reflètent, soi-disant, la distribution des ressources pour enquêter auprès des communautés trans en France. Donc, je vais m'appuyer sur cette anecdote biographique pour démarrer ma conférence d'aujourd'hui. En France, la recherche sur les VIH-Sida est en train de s'affirmer comme étant l'un des domaines les plus actifs dans le financement et le développement des études sur les personnes trans et leur communauté. La constitution du groupe de travail trans au sein de l'Agence nationale de recherche sur les sida en 2022 marque cette tendance. Cependant, cet intérêt porté sur les communautés trans dans les milieux du VIH s'inscrit dans un contexte plus large des manques de réflexion en français en matière d'éthique en recherche pour travailler avec les personnes trans et leur communauté. En considérant que la grande majorité des enquêtes sur les personnes trans et sur la prévention du VIH sont menées en Amérique du Nord, les réflexions sur l'éthique croisant études trans, lutte contre le VIH-Sida et épistémologie non anglo-centrée n'en sont encore qu'à leur début. Pour contribuer à l'alimentation, à alimenter l'articulation de ces savoirs, dans ma conférence d'aujourd'hui, je propose une approche transnationale à l'éthique en recherche, centrée sur les personnes trans et leur communauté, à partir du cadre du volet sociologique de l'enquête personnes trans et PrEP, dans lequel j'ai travaillé comme chercheur postdoctoral entre février 2021 et avril 2023. Pour les personnes qui ne sont pas euh, familières avec les outils de prévention des IST, disons, PrEP est l'acronyme des prophylaxies pré-exposition, un traitement préventif. Il s'agit d'un traitement préventif contre les VIH destiné aux personnes séronégatives qui combine la prise d'un médicament avec un suivi clinique trimestriel. Dans ma présentation, je vais adopter une posture réflexive qui prend en considération ma propre positionnalité des chercheurs trans et des personnes transmasculines italophones. Ma réflexion est donc ancrée dans mon expérience en tant que soi-disant chercheur communautaire trans, c'est-à-dire qui partage l'expérience de la transidentité avec ses enquêtés
et qui suit des démarches communautaires en recherche. Je mobiliserai des données recueillies par des notes de terrain et des entretiens lors de l'ethnographie au sein des 2 associations communautaires. Pour traiter ces données, je m'inspirerai des méthodologies proches de l'auto-ethnographie communautaire et de la microhistoire. L'auto-ethnographie communautaire permet de prendre en considération les ressources émotionnelles et matérielles des chercheurs et des chercheuses travaillant auprès ou avec leur communauté. La sensibilité propre à la microhistoire permet de prendre comme point de départ des anecdotes et des récits individuels et de les interpréter à la lumière d'un contexte social et historique plus large. Enfin, mes notes des terrains et les entretiens seront analysés au prisme d'une perspective transnationale des migrations. Cette perspective déconstruit l'approche unilatérale des mobilités en faveur d'une approche circulaire en documentant les liens entre les personnes migrantes exilées, leur pays d'origine et de transit et les pays soi-disant d'arrivée. Cette circularité pointe la présence d'un espace social transnational où les corps sont situés selon des hiérarchies géopolitiques et sexuelles. Ma présentation se déroulera en 3 parties. Dans la première partie, je discuterai des éthiques trans et de leurs limites. Dans la deuxième partie, je présenterai l'étude personnes trans et PrEP et certains enjeux éthiques et méthodologiques émergés lors du terrain ethnographique. Enfin, je problématiserai les éthiques trans à la lumière des enjeux émergés du terrain. Donc, je compte parler pendant 35-40 minutes. Donc, tel que cela a été largement documenté, les personnes trans ont d'abord été enquêtées sous l'œil pathologisant de la médecine occidentale et plus particulièrement de la psychiatrie et de la psychologie tout au long du XXe siècle. Ce n'est que depuis les années 80 que dans certains pays, les personnes trans et leurs communautés ont pu revendiquer publiquement la production des connaissances sur leur vie. Dans les années 2000, ce processus a culminé avec la création d'un mouvement international pour la dépathologisation qui a poussé la dépathologisation au-delà du domaine médical pour l'étendre aux pratiques des recherches. Ainsi, un ensemble de textes et des chartes éthiques ont pu émerger ayant pour vocation de réglementer la recherche sur les personnes trans et leur communauté. Aujourd'hui, pour une question de gestion du temps, je ne rentre pas dans les détails de ces corpus que j'évoque brièvement dans mes diapositives. Sans nier son importance capitale, je veux souligner 2 limites de cette littérature. Premièrement, bien que les contraires soient annoncés, elle semble cibler les chercheurs et chercheuses cisgenres et les milieux de la recherche institutionnelle. La figure du chercheur ou de la chercheuse communautaire trans n'est donc pas suffisamment complexifiée, tout comme la question des rapports de pouvoir intracommunautaires pouvant se manifester sur les terrains. De ces faits, les démarches par et pour sont exemptées d'une problématisation critique. Deuxièmement, cette littérature se focalise davantage sur les bonnes pratiques en laissant de côté les considérations sur la faisabilité ou l'économie de l'éthique. La faisabilité de produire des recherches avec des personnes trans et la possibilité d'adopter des outils éthiques soi-disant exemplaires varie selon les pays, les disciplines, la position sociale du chercheur et son statut au sein de la hiérarchie universitaire. Pour ce qui concerne les champs du VIH, l'épidémiologie a catégorisé les personnes trans comme une population clé en guise de reconnaissance de leur vulnérabilisation sociale et de leur difficulté d'accès aux soins. Mais historiquement, ces milieux ont échoué à les intégrer dans les études et les stratégies de prévention, ainsi qu'à considérer leurs besoins spécifiques en recherche. Ainsi, une grande partie de la littérature sur la prévention repose sur des pratiques non éthiques. À titre d'exemple, une analyse systémique récente de la littérature sur la prévention du VIH, incluant des personnes trans, a montré que le paradigme de la mauvaise catégorisation est le plus récurrent de la décennie 2011-2020.
39% des études du corpus analysé agrègent les personnes trans au sein d'autres groupes. Donc, afin de dépasser ces paradigmes, les enjeux des classifications et des représentativités occupent une place centrale dans les mobilisations des communautés trans dans les champs du VIH, qui soulignent, entre autres, les caractères variables de la définition des populations clés, pouvant inclure des sous-groupes et des communautés ultérieurement précarisées et exposées au VIH. À plusieurs niveaux, l'enquête Personnes trans et PrEP s'est appropriée des bonnes pratiques mises en avant par les éthiques trans. L'étude a été lancée en 2017 à partir des besoins issus du terrain par SIDAction, qui est une association française de lutte contre les VIH-Sida qui finance des recherches. L'enquête a été basée sur un dispositif de recherche partenariale entre SIDAction, l'INED, les associations communautaires Accept-Testé et PAST et 2 hôpitaux parisiens. Après un temps d'arrêt d'environ 2 ans, elle a redémarré en 2021 et s'est officiellement clôturée en 2023. Même si dans la pratique, on est encore en train d'analyser les résultats définitifs. Personnes trans et PrEP était une enquête de type opérationnel, donc elle visait à la fois à développer des pratiques d'accompagnement et à produire des connaissances sur les personnes trans et la PrEP au prisme des sciences sociales. Par conséquent, elle s'est composée de 2 volets, interventionnel et sociologique. Les volets interventionnels ont été portés par les médiatrices en santé PrEP ou pères navigatrices des associations. Pour ma part, j'ai mené les volets sociologiques en tant que postdoctorant à l'INED, en prenant les relais sur le travail du sociologue Emmanuel Bobati, qui a quitté l'étude en 2020. Enfin, la coordination de l'enquête a été menée par SIDAction et par un comité de pilotage. Il est important d'introduire rapidement les caractéristiques des associations partenaires de l'enquête, donc Accept-Testé et les PAST. Elles sont issues de la lutte contre le VIH-Sida et des communautés transféminines migrantes d'Amérique latine. Elles partagent la mission d'accompagner et soutenir les personnes trans dans l'accès à la santé, ainsi qu'au niveau social, administratif et juridique. Leur public est composé principalement par des femmes trans qui ne sont pas de nationalité française, dont la moitié sont sans papier et vivent du travail de sexe. Et les communautés issues d'Amérique latine et d'Afrique du Nord sont les plus représentées. Donc, ces 2 associations et leurs partenaires hospitaliers ont constitué les terrains privilégiés du volet sociologique. Une méthodologie qualitative a été mise en place qui a reposé sur une ethnographie multisituée. J'ai mené 39 entretiens en plusieurs langues, dont 21 avec des personnes trans. La plus grande partie des entretiens a été menée dans des espaces associatifs. Les autres ont été menés en ligne à l'INED ou dans des appartements. Et les protocoles d'enquête ne prévoyaient pas une rétribution ou un dédommagement des participants-participantes. Parallèlement aux entretiens, j'ai saisi les données au travers de l'observation de plusieurs activités, dont le travail des médiatrices en santé PrEP, les consultations PrEP à l'hôpital et en contexte associatif, et les maraudes des préventions sur les lieux de travail du sexe. Donc, ces activités ont fait l'objet d'un total de 160 heures d'observation. Une partie de l'observation a été faite de façon plus libre en côtoyant régulièrement les espaces associatifs, hospitaliers et communautaires. 2 vagues de recrutement ont été menées. Donc, une première vague entre février et septembre 2021 au sein des associations et des hôpitaux, et une deuxième vague en ligne grâce à la diffusion d'une vidéo de recrutement. Et donc, cela a permis d'ouvrir la participation des personnes trans qui ne sont pas parmi les soi-disant profils types des usagers-usagères d'Accept-Testé et du PAST, notamment les personnes trans françaises. Alors, selon les caractéristiques sociodémographiques et les données relatives au recours et au non-recours au traitement de la PrEP, la recherche a pointé la présence de 3 groupes de personnes trans, donc les hommes trans français,
les femmes trans migrantes et les femmes trans françaises. Donc, ma présentation se focalise sur les groupes composés de 13 femmes trans migrantes. La plupart de ces participantes sont originaires du Brésil, du Pérou et d'Algérie et âgées de 24 à 50 ans. Elles sont presque toutes travailleuses du sexe et sans papier. Il s'agit d'un groupe marqué par une forte mobilité. Les femmes d'Amérique latine cumulent parfois plusieurs types de migration, donc migration interne au pays d'origine, transnationale et multinationale. Et certaines vivent entre plusieurs pays d'Europe pour travailler. Dans leur trajectoire de vie, la mobilité s'imbrique à la transition et au travail du sexe, c'est-à-dire que les départs du foyer parental ou du pays d'origine et les déclenchements de mobilité coïncident avec le démarrage d'une transition médicale et du travail du sexe. Mais cette mobilité symbolise également les débuts d'une précarisation qui se poursuivra sur les longs termes. Les cadres pour penser ces trajectoires est celui des migrations circulaires, c'est-à-dire que leur migration ne s'arrête pas au soi-disant pays d'arrivée. Les liens affectifs et économiques structurent un rapport constant avec les pays d'origine. Par exemple, parmi les femmes trans d'Amérique latine, la presque totalité aide financièrement leurs familles jusqu'à devenir les principales pourvoyeuses. Au contraire, les femmes trans originaires d'Algérie ont immigré directement en France, donc on est dans le cadre d'une migration postcoloniale. Leurs liens avec les pays d'origine ne sont pas les mêmes car les possibilités de rentrée, des retours sont différentes en raison de la criminalisation de la transidentité et leurs familles ne savent pas qu'elles sont trans ni travailleuses de sexe. L'imbrication entre mobilité, transition et travail du sexe émerge également dans les recours aux identifications. Dans leur présentation de soi, la plupart des participantes se positionnent comme femmes trans et TDS. En raison de la criminalisation indirecte du travail du sexe et des personnes sans papier en France, aux mobilités migratoires s'ajoute une forte mobilité interne à la France afin de pouvoir travailler et se loger. En effet, la plupart de ces participantes n'ont pas de domicile fixe. Certaines vivent dans des Airbnb qu'elles louent pour travailler. Donc, en raison de cette précarité dans laquelle ces participantes sont poussées et de leurs besoins, la santé n'est souvent pas considérée comme prioritaire par rapport à la nécessité de payer son loyer, se nourrir et soutenir sa famille dans les pays d'origine. Donc, faire de la recherche auprès de ces communautés et sur le terrain des personnes trans et PrEP a engendré des questionnements et des défis éthiques et méthodologiques spécifiques. Il est important de mettre en exergue la temporalité particulière qui a caractérisé l'enquête. L'enquête a été lancée en 2017, mais a connu un temps d'arrêt d'environ 2 ans pour des raisons liées aux démarches éthiques à l'arrivée de la pandémie de la COVID-19, ainsi qu'au départ de certains membres de l'équipe de recherche initiale. L'enquête a redémarré début 2021 avec mon entrée en poste et dans un contexte des crises sanitaires. Donc, j'ai pris les relais sur les contrats postdoctoraux d'un des chercheurs à l'origine du projet et mon contrat avait une durée atypique, plus courte que d'habitude, car il s'agissait d'un contrat de départ de 18 mois. Les équipes au sein des associations et des hôpitaux étaient également partiellement renouvelées. En particulier, les médiatrices en santé PrEP qui avaient contribué à définir les volets interventionnels de l'étude n'étaient plus en poste et de nouvelles médiatrices avaient été recrutées. Donc, pour ces raisons, les partenaires de l'étude avaient d'une certaine manière perdu contact avec l'engagement initial dans les projets. Les liens étaient à reconstruire.
De mon côté, je venais tout juste d'arriver dans le milieu du VIH et j'étais appelé à m'approprier les protocoles de l'étude, donc un outil constitutif que je n'avais pas participé à concevoir. À cause de la courte durée de mon contrat, l'entrée sur le terrain a dû se faire sans une phase exploratoire et de façon accélérée, en même temps que les recrutements, le redémarrage des entretiens et des observations. Donc, il a été toutefois question d'aménager ma place auprès de partenaires associatifs et cette démarche a été complexe malgré les caractères entre guillemets communautaires de mon profil qui laissaient présager la possibilité d'être intégré de manière fluide au sein des associations en tant que personne trans. Donc, premièrement, des différences socio-professionnelles perduraient sur le terrain en raison des temporalités décalées qui ont caractérisé l'enquête, du manque de ressources adaptées à l'engagement en recherche des associations et de la forte demande d'accompagnement du public en contexte pandémique. Au début, il a été difficile d'être reconnu en tant que collègue par les médiatrices en santé. Dans leur travail, la dimension d'intervention auprès du public primait. Donc, dans leur façon de voir les choses, elles travaillaient pour l'association et ses usagers, usagères, alors que moi, j'ai travaillé pour les milieux de la recherche. Donc, au début, cela a créé une distance entre nous. Il a donc fallu rappeler les cadres communs de nos postes respectifs afin de justifier et de négocier ma présence lors des créneaux, de leur créneau des travail, tisser un lien de confiance, de collaboration et de complicité. Ces conversations ont constitué une forme de travail de coordination supplémentaire qui aurait dû bénéficier d'une prise en charge en amont, donc avant le démarrage du terrain ethnographique. Deuxièmement, les questions relatives aux relations des genres et des classes, ainsi que les différentes significations associées à la transidentité sur le terrain, n'avaient pas été anticipées. Donc, comme je l'ai déjà nommé, les publics des deux associations est constitué davantage par des personnes transféminines, migrantes et exilées, hispanophones, lusophones ou arabophones, ayant des représentations de transidentité qui leur sont propres, comme souligné par leur recours aux identifications. Donc, cela sous-entend des trajectoires de sociabilité spécifiques. La plupart d'entre elles se considèrent hétérosexuelles et ces désirs guident leur sociabilité. Elles n'ont pas été socialisées dans des réseaux soi-disant LGBT, dans le sens occidental qu'on peut associer à ces termes. Leurs références sont principalement issues des expériences transféminines. De plus, lors de leur arrivée en France, c'est la situation d'émigration et d'exil qui l'emporte sur la question du genre et qui permet davantage de faire communauté. Donc, elles n'intègrent pas une supposée communauté LGBT, mais rejoignent plutôt les réseaux de leur pays d'origine ou de leur région d'origine. Sur ces points, il faut également noter que les espaces trans ou LGBT français ne sont souvent pas accessibles à ces participantes en raison de leur homogénéité sociale et socio-économique. Donc, pour toutes ces raisons, parmi les personnes enquêtées, plusieurs n'avaient pas de représentation de transmasculinité, d'autres avaient des représentations qui ne correspondaient pas à ma manière, disons, d'incarner la masculinité. Donc, même si je me suis dévoilé en tant qu'homme trans dès le début de l'enquête, je n'étais pas toujours reconnu en tant qu'homme et personne trans dans les espaces associatifs. Au contraire, j'étais souvent interpellée au féminin. Donc, si cette situation de méconnaissance a parfois engendré un sentiment de rejet du terrain et de mal-être de ma part, elle a également permis d'ouvrir des conversations intéressantes avec les membres des associations et les usagères, de sortir de l'invisibilité en tant que chercheur et d'articuler une posture communautaire de concert avec les personnes rencontrées.
Donc, je relate ces expériences non pas pour figer certaines participantes dans une posture de soi-disant, entre guillemets, retard culturel vis-à-vis d'un supposé développement des réseaux trans-occidentaux. Mon objectif est de restituer la complexité des interactions et de construction des liens d'interconnaissance sur le terrain, ainsi que les expériences de fatigue émotionnelle que cela peut entraîner. D'ailleurs, l'invisibilité et la méconnaissance des parcours transmasculins n'est pas un enjeu propre à ces espaces associatifs, mais une question sociale plus large. Par exemple, les espaces hospitaliers et institutionnels où j'ai travaillé pendant l'enquête n'étaient pas non plus à l'abri de cette problématique. Donc, pour ce qui est du recrutement, les protocoles de recherche initiale de volet sociologique prévoyaient un objectif total de 80 entretiens, dont des entretiens répétés et un rôle actif des associations et des structures de soins partenaires dans les recrutements des usagers et usagères. Cependant, ce déroulement doit être revu. La crise sanitaire a fortement impacté les fonctionnements associatifs et hospitaliers et la participation à l'étude des femmes trans en situation de précarité. Les équipes associatives et hospitalières ont souvent dû prioriser les travaux d'intervention auprès des usagers et usagères sur leur engagement dans les démarches de recrutement et sur la collaboration avec les volets sociologiques. Et les bénéficiaires ont été un public difficile à mobiliser en raison de leur priorité matérielle et de leur vulnérabilité accrue par la pandémie. Donc, sur ces points, je partage les notes de mon cahier de terrain concernant l'expérience de recrutement des Dulce. Donc, je cite mes notes de terrain. J'ai rencontré Dulce à l'hôpital lors des créneaux d'observation en compagnie de la médiatrice en santé PrEP. C'est elle qui lui a proposé de participer à un entretien avec moi. Elle a accepté et on a programmé son entretien pour le vendredi suivant. Quelques jours avant la date convenue, je lui ai envoyé un message de confirmation, mais elle m'a répondu qu'elle ne pouvait plus venir car elle était en train de voyager. Donc, parenthèse, ici, la formulation être en voyage sous-entend l'effet qu'elle était partie en déplacement pour le travail du sexe. Je ferme la parenthèse. On a décalé l'entretien au vendredi de la semaine suivante. Ce jour-là, en ne la voyant pas arriver, je lui ai envoyé un message pour savoir si je devais l'attendre ou si elle annulait. La médiatrice est passée me voir et m'a demandé où était Dulce. Malgré ma réticence, elle a insisté pour l'appeler et prendre de ses nouvelles. Dulce lui a répondu tout de suite alors qu'elle n'avait pas répondu à mon message. C'était frustrant. La médiatrice lui a demandé quand elle pourrait venir pour l'entretien et on a reprogrammé pour ces matins. La médiatrice lui a dit que c'était important qu'elle vienne, que mon temps aussi était précieux et qu'il fallait les respecter. Ce n'est pas facile de travailler sur ces terrains. Il faut prendre sur soi beaucoup de choses et parfois c'est très frustrant car je suis extrêmement fatiguée. J'ai l'impression que mon temps n'a pas de valeur. Finalement, Dulce est venue à l'entretien avec 1 heure de retard. Elle avait l'air d'être pas bien et très fatiguée. Je m'en veux. Donc, fin de la citation. Donc, Dulce a 35 ans au moment de l'entretien. Elle est originaire du Pérou et elle est en France depuis 2019. Elle n'a pas de papier ni de logement fixe. Les jours de son entretien, je lui prépare un thé chaud et pendant qu'on boit les thés, elle m'explique avoir arrêté de boire du café à cause de ses, je la cite, problèmes nerveux. En fait, la situation de forte précarité a déclenché des pensées intrusives et des préoccupations qui lui empêchent de dormir. Depuis qu'elle est en France, elle a vécu 2 expériences d'hospitalisation pour des enjeux liés à la santé mentale et elle prend des pilules pour s'endormir depuis quelques temps. Donc, couplé au rythme du travail du sexe, ces médicaments la mettent dans un état de fatigue chronique. Donc, je reporte les cas des Dulce pour amener au centre de la réflexion la matérialité des vécus des participantes, car son expérience est exemplaire des situations et conditions d'une grande partie des femmes trans migrantes exilées que j'ai interviewées.
Donc, le fait de participer à un entretien dans le cadre d'une enquête n'était pas considéré comme prioritaire par la plupart d'entre elles. En outre, les temps de ces usagères étaient très réduits et leur organisation temporelle n'était pas, soi-disant, normative. Donc, de manière attendue, plusieurs personnes recrutées ont été perdues de vue, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas venues à l'entretien et n'ont pas gardé contact avec moi. Avec d'autres personnes, l'entretien a dû être reporté plusieurs fois afin d'aménager un moment propice pour recueillir leurs paroles. Et dans ce deuxième cas de figure, les associations et les médiatrices en santé en particulier ont souvent joué un rôle d'interface et de lien crucial entre moi et les participantes. Cet extrait de mon cahier de terrain ouvre également la porte à d'autres considérations, dont la question de la perception de mon corps et de mon rôle au sein des espaces associatifs. Ma présence a engendré parfois une curiosité et un intérêt pour la recherche, parfois une certaine méfiance de la part des usagères. L'effet d'être vu plusieurs fois dans les locaux des associations et à l'hôpital en compagnie des médiatrices m'a permis d'être identifié en tant que membre de l'association et donc de gagner à un certain niveau la confiance de certaines usagères. Donc, cela a rendu possible certains entretiens. Cependant, mon habitus m'a assigné une position particulière, donc je n'étais pas considéré comme un usager, ni parfois comme une personne qui travaillait pour ou avec l'association. Et cette situation d'altérité est soulignée par la réaction de Dulce qui ne répond pas à mes messages, mais répond au téléphone lorsqu'elle est interpellée par la médiatrice. Enfin, cet extrait parle également du dysfonctionnement engendré par les temporalités institutionnelles d'enquête versus les temporalités du terrain. En raison de la courte durée de mon contrat initial, les entretiens ou les rendez-vous non honorés étaient coûteux pour mon travail. Je ne disposais pas du temps nécessaire pour pouvoir passer de longues périodes dans les associations et construire des liens de confiance avec les usagères, pouvant aboutir de manière plus spontanée à des entretiens. Outre le fait que organiser et faire le suivi des rendez-vous représentait une grande charge de travail invisible derrière chaque témoignage recueilli ou non recueilli, il faut aussi rappeler que le terrain a eu lieu dans un contexte de crise sanitaire et la situation de saturation des associations a compliqué l'accès à des espaces pour mener des entretiens confidentiels. En fait, la négociation de chaque entretien entraînait parallèlement une négociation avec les associations pour pouvoir réserver une salle où mener l'entretien. Donc, dernier point, avec certaines participantes, la confiance qui m'a été accordée a été parfois brisée ou mise à l'épreuve par des outils mobilisés dans la collecte des données. Dans mon cahier de terrain et dans les verbatims des entretiens, j'ai gardé trace de plusieurs interactions à ces sujets, comme celle que j'ai eue avec la participante Amina, donc une femme trans de 40 ans, algérienne, qui est en France depuis 2016 et qui est sans papier au moment de l'entretien et qui est aussi parent. Donc, je cite mes notes de terrain. Amina m'a demandé d'effacer le début de l'entretien qu'on venait d'enregistrer car elle ne voulait pas que les informations personnelles qu'elle avait partagées s'échappent sur Internet. Elle avait peur d'être reconnue par sa famille qui ne sait rien de sa vie en France, donc qui ne sait pas qu'elle est trans et qu'elle est travailleuse du sexe. J'ai réexpliqué les démarches de la recherche, clause de confidentialité, retranscription et anonymisation des entretiens, mais elle avait une mauvaise sensation et je n'ai pas pu la rassurer. J'ai donc effacé le début de l'entretien et on a repris la discussion en abordant sa biographie rapidement et moins dans les détails. L'enregistrement a créé une barrière entre nous. Fin de la citation. Donc, pendant un créneau d'observation à l'hôpital, en compagnie d'une des médiatrices en santé PrEP, on a accueilli une autre participante, Manuela, donc une jeune femme trans de 26 ans d'origine péruvienne,
qui était en France depuis 2 mois et qui était arrivée de l'Italie où elle avait vécu pendant 1 an. La médiatrice nous a présenté en parlant de moi comme d'un collègue qui travaille dans une étude sur la PrEP et on discutait avec elle dans la salle d'attente. Après quelques minutes, j'ai senti que c'était un moment approprié pour sortir mon petit cahier de terrain et noter des observations. Quelques instants plus tard, Manuela a demandé à la médiatrice pourquoi j'étais en train de noter dans un carnet. Et pour désamorcer sa préoccupation, la médiatrice lui a répondu avec un point d'ironie. Donc, je cite la médiatrice, T'inquiète, t'inquiète, ce n'est pas la police. Donc, fin de la citation. Donc, les terrains des personnes trans et PrEP soulèvent 3 enjeux principaux pour problématiser ou repenser les éthiques trans. Un premier enjeu est celui de la sortie de l'invisibilité de la figure du chercheur communautaire trans et de l'espace associatif et intracommunautaire. Mis à part la question des compétences individuelles, la mobilisation d'un chercheur ou d'une chercheuse communautaire sur la seule base de sa transidentité ne peut pas garantir les succès de sa relation avec un terrain trans. La transidentité peut ne pas être la dimension de l'expérience où se joue la reconnaissance mutuelle et l'établissement d'un lien de confiance. Comme je l'ai montré, dans les faire communauté, les expériences communes des migrations et des précarités peuvent prendre le dessous sur celles du genre et des sexualités. En retour, les représentations du genre et des sexualités sont déterminées et influencées par les mobilités et les migrations. La primauté de l'expérience des migrations sur la question du genre et de la sexualité peut expliquer également la résistance et la méfiance montrées par certaines participantes à mon égard en tant que chercheur européen et à l'égard des outils d'investigation, donc l'enregistrement, la prise des notes, la signature des formulaires de consentement. Les femmes trans migrantes et travailleuses du sexe sont exposées à différentes formes de contrôle dans l'espace social et intime et les dispositifs de recherche peuvent renforcer les sentiments d'être contrôlés. Ainsi, enquêter en terrain sensible questionne également les méthodologies entre guillemets classiques des recueils de données et plus largement les conditions des possibilités de création d'un lien de confiance. Des outils comme les formulaires de consentement et les dictaphones ou les cellulaires pour enregistrer les entretiens, s'ils sont une garantie pour l'enquêteur et l'enquêtrice, peuvent être perçus comme des menaces par les personnes vivant des situations de criminalisation en raison de leur statut ou de leur métier. Donc, pour minimiser les barrières d'accès à la recherche, il serait important de réfléchir à des méthodes de collecte de données adaptées et de mettre en place des dispositifs de coordination et de médiation scientifique. Quant aux relations intracommunautaires, dans un contexte d'émigration et d'exil où les associations communautaires facilitent l'accès aux services de santé, ces acteurs sont en position de pouvoir vis-à-vis de leur public. Donc, lorsqu'elles facilitent les recrutements des usagères dans la recherche, les participants potentiels peuvent se sentir obligés de rendre un service aux associations selon une logique des contre-dons. Et cette dynamique invite à reconsidérer les principes des consentements libres et éclairés dans des recherches communautaires en terrain sensible. Un deuxième enjeu est celui de la rémunération des participantes, une démarche éthique encouragée par la littérature qui n'était pas prévue dans le cadre de l'enquête. Dans Personnes trans et PrEP, les femmes trans migrantes et TDS étaient les plus éloignées de tout système, donc système de santé, système de droit, y compris des dispositifs de recherche. En raison de leur situation de précarité, leur temps était très coûteux car consacré à leur subsistance. Ainsi, faciliter leur participation au travers d'une compensation monétaire impliquerait qu'elles ne devraient pas réduire ou perdre leurs revenus.
À cet égard, la rémunération devrait viser à reconnaître non seulement matériellement et symboliquement des savoirs structurellement marginalisés et dévalorisés, et ou à compenser les risques liés au fait de revivre des traumatismes, mais aussi rembourser les revenus perdus pour privilégier la participation à un dispositif d'enquête. Donc, le témoignage, en fait, est en forme de travail, de labeur, et le temps consacré à ce travail devrait être reconnu au même titre que ses aspects émotionnels et psychiques. Enfin, pour conclure, dernier point, l'analyse et l'interprétation des situations des personnes en situation de migration et d'exil en France doit dépasser les seuls contextes français et intégrer une vision transnationale des vécus et des déterminants de la santé. Comme on l'a vu, les VIH relèvent des inégalités, révèlent plutôt des inégalités socio-économiques et symboliques au sein des populations trans. Les ressources ne sont pas distribuées de manière uniforme dans cette population et les enquêtes peuvent être un vecteur de reproduction sociale. C'est pourquoi enquêter avec et auprès des personnes trans et des personnes en situation de commune de vulnérabilité requiert des moyens, des sensibilités et des temporalités spécifiques qui doivent être prises en compte dans la durée des contrats de recherche et dans les designs des enquêtes. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.